Certains semblent considérer des parties du territoire national comme leur précaré ou leur propriété privée, ce qui dissuade l'expression démocratique par le dépôt de candidature de l'opposition. Tout le monde a en tête les tentatives d'intimidation physique et les violences verbales dont ont été victimes le vice-président exécutif du PPACI, Stéphane Kipré, et son équipe, alors qu'ils étaient en tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire et plus précisément dans le département de Kani. Les violences lors des dernières élections locales ont aussi traumatisé plus d'un Ivoirien. Rien donc d'étonnant à ce qu'il y ait des zones où le RHDP est seul, ou alors il ne compétit qu'avec leurs indépendants. Cela concerne 3 régions sur 31 et 26 communes sur 201. En d'autres termes, avant même que les élections n'aient débuté, il peut déjà être affirmé que le RHDP et ou leurs indépendants contrôleront déjà 10% des communes et des régions. Alors oui, ce n'est ni une fraude, ni irrégulier au sens strict du droit, mais ça témoigne d'une démocratie en souffrance, hautement sujette à caution, où l'opposition est dissuadée de s'exprimer dans bien des localités et où de potentiels candidats n'ont pas osé franchir le pas, craignant les violences post-électorales dont ils pourraient être victimes. Et nous pouvons bien les comprendre quand on voit la violence du RHDP, même en leur propre sein, à Koumassi. Alors comme ça. Il nous semblait important d'attirer votre attention là-dessus pour ne pas que l'on vous fasse croire, à l'occasion de la proclamation des résultats provisoires, que dans ces régions et que dans ces communes, les élections se seraient tenues en présence d'une opposition qui aurait été battue. Il n'en est rien, puisqu'il n'y a pas eu d'opposition. Vous trouverez sur le site de SAFE l'ensemble de ces 3 régions et 26 communes qui, a priori, tomberont d'office entre les mains du RHDP et de leurs indépendants. Par ailleurs, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous avons également été informés de ce qu'un candidat de la commune de Yopougon, qui est quand même la plus grande commune de Côte d'Ivoire, envisage de faire casser les urnes dans les bureaux de vote qui seraient favorables à son adversaire. Et cela dans le seul but d'y faire annuler les résultats. Cela est bien évidemment tout à fait contraire à l'esprit d'une démocratie saine et apaisée. Ce n'est pas tout. Il est apparu que plusieurs modifications sont intervenues, qui sont non seulement irrégulières, mais aussi problématiques. Vous savez, il y a un principe admis de tous. On ne change pas les règles du jeu en plein milieu du match. Cette règle est exprimée, d'un point de vue juridique, à l'article 2.1 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dispose ceci. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. En d'autres termes, les règles d'une élection ne peuvent être changées à la veille de l'élection, sauf en cas de consensus. Pire scandale, les règles ont pourtant été changées moins de 2 mois avant les élections locales, et cela sans aucun consensus. En effet, par une ordonnance du 12 juillet 2023, oui, vous avez bien entendu, du 12 juillet 2023, le code électoral a été modifié. Et ces modifications s'appliqueront lors des élections du 2 septembre prochain. En soi, une telle ordonnance est problématique, car elle est prise à la veille des élections. Mais surtout, un certain nombre de ces dispositions affectent les droits des électeurs et des candidats. En effet, avec le nouvel article 111 du Code électoral,
la publication de la liste électorale définitive doit être faite au moins 10 jours avant les élections. Avant cette modification, la liste devait être publiée au moins 15 jours avant les élections. Les électeurs et les candidats perdent ainsi 5 jours. Le nouvel article 120, tel qu'issu de l'ordonnance, fait passer de 15 jours à 3 jours le délai offert au candidat pour saisir le Conseil constitutionnel lorsque sa candidature n'a pas été validée par la CEI. Le nouvel article 170 du Code électoral fait passer de 5 à 3 jours le délai pour contester la validité des opérations électorales dans sa région. Le nouvel article 199 du Code électoral fait également passer de 5 à 3 jours le délai pour contester la validité des opérations électorales dans la commune. Pire encore, si jusqu'alors les délais de procédure étaient francs, avec le nouvel article 203 du Code électoral, il devient non franc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien jusqu'à maintenant, pour contester une décision ou un résultat, on ne tenait pas compte du jour de la décision ou du résultat. Avec le délai non franc, le jour de la décision ou du résultat est décompté dans le délai. En d'autres termes, cela impacte l'électeur ou le candidat qui se retrouve avec moins de temps pour contester. Alors que la plupart des candidats étaient préoccupés par la constitution et le dépôt de leur dossier de candidature, pour lequel ils étaient confrontés à un certain nombre de difficultés, il a été publié tout discrètement cette ordonnance qui a changé de façon substantielle les règles du jeu en divisant par 2, voire par 5, les délais offerts aux candidats et aux électeurs pour former des recours. Non seulement cela est irrégulier, mais ça ne peut que crisper inutilement le climat politique. À l'occasion des prochaines échéances électorales, nous avons jugé fondamental d'attirer votre attention là-dessus, alors que nous sommes convaincus que ces nouveaux délais réduits ne sont pas forcément connus de tous. Mais les modifications ne s'arrêtent pas là. Depuis la publication de la liste électorale provisoire, il a été créé 62 nouveaux lieux de vote dans lesquels ont été affectés plusieurs milliers d'électeurs. Comment ces électeurs, qui se trouvaient affectés à certains lieux de vote sur la liste électorale provisoire et qui vont se trouver brusquement affectés dans ces nouveaux lieux de vote, peuvent le savoir? Quel besoin irrépressible justifie qu'en plein milieu du processus électoral, et alors qu'aucun recours ne sera possible, il soit procédé à la création et au changement de lieux de vote de milliers d'électeurs? Cela revient à procéder au déplacement forcé d'électeurs qui se voient changer de lieu de vote alors qu'ils n'en ont pas fait la demande. Et puis, quels sont les critères et les raisons qui justifient la création de nouveaux lieux de vote en plein milieu du processus électoral? Comment la CEI s'assure de ce que les électeurs concernés soient informés? Le fit-elle au moins? Plus grave, il semble que ces déplacements forcés d'électeurs ne se limitent pas à la création de ces nouveaux lieux de vote. En effet, lors de la phase d'enrôlement, les électeurs pouvaient demander à changer de lieu de vote en justifiant notamment du changement du lieu de résidence. Cependant, la CEI s'est bien gardée de communiquer le nombre de personnes au total que cela concernait. Le 20 mai 2023, à l'occasion de la remise de la liste électorale provisoire aux partis et aux groupements politiques, la CEI avait indiqué lors de son allocution, je cite, « Sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. » En ce qui concerne les demandes de changement de lieu de vote, ce sera le seul chiffre communiqué par la CEI. Pourtant, il y a eu 370 847 électeurs qui se sont vus changer de lieu de vote entre la liste électorale définitive de 2020 et la liste électorale définitive de 2023. Bien des électeurs nous ont alertés avoir été changés de bureau de vote alors qu'ils n'en avaient formulé aucune demande auprès de la CEI en ce sens. Ils ont formé des réclamations pour dénoncer cela. Réclamations qui ont été rejetées.
Comment comprendre que des électeurs qui ont toujours voté dans des lieux de vote et qui n'ont jamais demandé à changer peuvent se retrouver changés de lieu de vote? Comment la CEI peut expliquer ces changements qui n'ont été précédés d'aucune demande de changement de lieu de vote par les électeurs? Entendons-nous bien. Bien sûr, il y a des électeurs qui ont demandé à changer de lieu de vote et qui ont, de ce fait, changé de lieu de vote. Nous ne parlons pas de cette catégorie d'électeurs. Nous parlons de tous ceux qui ont été changés de lieu de vote avec la création récente de nouveaux lieux de vote sans avoir pourtant demandé à changer. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs, puisque la période d'enrôlement est terminée depuis la fin de l'année dernière? Nous parlons encore de ces électeurs qui n'ont pas pu se rendre compte qu'ils ont été changés de lieu de vote à leur insu du fait de l'arrachage des listes électorales provisoires dans certaines localités, ne leur permettant pas de ce fait de trouver leur nom. Nous parlons des électeurs qui, lorsque la liste électorale provisoire n'était pas arrachée, ont pu constater qu'ils ont été changés de lieu de vote et qui, malgré un recours, n'ont pas été remis dans leur lieu de vote initial. Cela est tout simplement irrégulier et va nécessairement impacter les élections. Écoutez quelques-uns de ces électeurs et faites-vous votre propre opinion. Je suis électeur et j'ai toujours voté à Yopougon, où j'habite d'ailleurs, au Toit-Rouge. J'ai toujours voté donc au collège Oufoumo Yapo. Mais il se trouve que cette année, je vais voir la liste et à ma grande surprise, on me dit, je consulte la liste sur mon portable. Et à ma grande surprise, on me dit que je suis au plateau désormais, dans une école qu'on appelle Nana Thérèse, que je ne connais pas très bien. J'ai fait ce que je devrais faire, parce que en pareille circonstance, il faut faire la réclamation. Et donc, j'ai suivi les conseils de mes frères, de mes camarades, et j'ai fait la réclamation que voici. Au dit de me ramener là où je ne suis pas loin du collège Oufoumo Yapo de Toit-Rouge. Mais malgré cette réclamation, il faut dire que je n'ai pas été écouté et on m'a maintenu, n'est-ce pas, au plateau. On m'a maintenu au plateau. Parce que sur la liste définitive, mon nom figure toujours sur la liste électorale du plateau. Et il faut le dire, moi je n'ai jamais fait la demande pour aller au plateau. Il n'y a même pas de raison d'aller voter au plateau, puisque je vis au Toit-Rouge. Cette année 2023-2024, je vais pour vérifier mon nom sur la liste électorale. Je me rends compte que je ne suis plus à Sikoji 4, là où je votais auparavant. Je me retrouve à Port-Boué, Gonzagueville. Donc j'aimerais savoir pourquoi cela a été ainsi. Parce que je n'ai pas fait de demande et ils m'ont balancé à Gonzagueville. J'ai l'habitude de voter au SEMA, collège moderne P48. Le jour de l'affiche des listes, je suis allé vérifier si mon nom était dedans. Et je n'ai pas retrouvé mon nom. Sur le tableau, les gens qui ont affiché, ils ont laissé leur numéro pour les réclamations. J'ai appelé le numéro et ils m'ont indiqué qu'ils sont au siège de chef. Sophie a ici de venir là-bas. C'est ainsi que je me suis rendu là-bas. Avec ma carte électeur, je leur ai donné ma carte électeur et ils m'ont demandé, et eux-mêmes ils ont fouillé dans leur cahier là-bas, mon nom n'est pas dedans. Et je leur ai demandé, je fais comment? Ils ont dit, bon, ils vont me donner, ils vont remplir pour faire réclamation pour qu'on puisse remettre mon nom. Et ils m'ont demandé d'abord, si je fais partie d'une ONG, parce que les ONG, là, leur président les prend pour aller dans des différentes villes où le candidat leur montre qu'ils savent voter pour le candidat. Je leur ai dit que moi je ne suis pas dans ma ville, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait et puis je ne vais jamais faire ça. Donc comment ils vont faire pour mettre mon nom là, ils n'ont qu'à s'arranger pour mettre mon nom. Donc je lui ai donné ma carte électeur. Quand il a enregistré mon numéro là, il y avait un V derrière mon numéro de carte électeur. Il a enlevé le V là. Je lui ai dit mais pourquoi tu enlèves le V là? Il dit non, c'est comme ça, on leur a dit de faire. Donc je lui ai dit, ah,
si on t'a dit de faire comme ça, ce qui est sûr, je veux que mon nom soit sur la liste électorale. Si tu as enlevé V là, toi-même tu sais pourquoi tu as enlevé V là. À ma grande surprise, on m'a balancé dans une ville où moi-même je ne connais pas. Les fraudes et irrégularités ne s'arrêtent pas là. À l'occasion de la réunion qu'elle a organisée le mardi 20 juin 2023 avec les potentiels candidats et les représentants des partis politiques pour donner les informations pratiques sur l'organisation des prochaines élections, la CEI a annoncé officiellement que le découpage électoral pour les élections locales de septembre 2023 se bornerait au décret de 2010 sans plus de précision. Écoutons un peu ce que disait alors la CEI. En 2000, on décide d'adopter une politique qu'on appelle la politique de communalisation. Ainsi donc, de 2000 à 2010, on crée plus de 1000 communes. Et en 2012, même en 2010 déjà, on prend un décret pour déterminer le ressort territorial de toutes ces communes qui ont ainsi été créées. Sauf qu'en 2012, un décret est pris pour abroger toute la majeure partie de ces communes, pour ne pas dire toutes ces communes. Et puis, il n'y a pas un décret qui vient pour dire le ressort qui avait été déterminé à l'occasion de la création de ces communes est modifié pour retourner dans tel ou tel lieu. Il y a des villages qui étaient rattachés à des communes, mais qui n'ont pas voté dans ces communes. Il y a des villages qui n'étaient pas rattachés à des communes, qui ont voté dans ces communes. Mais le décret n'ayant pas été appliqué, il y avait un consensus, semble-t-il, qui s'était fait autour de cette situation de fait. La commission n'a pas de problème. Tant que vous vous accordez, nous, on rentre dans le schéma que vous nous proposez pour organiser des élections. Alors, on fait une réunion et on décide d'appliquer le décret, puisque le consensus semble être rompu. Parce que c'est le décret qui devrait s'appliquer. Le décret parle du territoire pour dire, M. Adjoumani, ici présent, est une commune qui comprend 10 villages. Voilà le nom des 10 villages. Alors, quand il y a une élection municipale, on va déposer nos urnes où? Dans les 10 villages. Aussi simple que ça. On ne viendra plus nous dire, non, 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 c'est 10 villages, mais en réalité, c'est 5 villages. Non, 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 non. Si c'est 10 villages, nous, on va aller déposer nos urnes dans les 10 villages et puis on va organiser les élections. C'est ce qui consiste à l'application du décret de 2010. Mais tant qu'il y a un accord, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des désaccords, il y a certains qui disent, mais il y a un décret qui dit que nous, là, on est rattachés à temps. Donc, s'il y a vote dans temps, là, nous, on est intéressés aussi. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'appliquer le décret. Dans l'extrait vidéo que vous venez d'écouter, la CEI parlait du décret numéro 2010-233 du 25 août 2010. Ce décret détermine le ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire. Par ce décret, toute la Côte d'Ivoire était communalisée par le rattachement des villages aux communes avec lesquelles elles avaient le plus de liens géographiques, tout en tenant compte des spécificités locales. C'est ainsi que dans plus de 1020 communes créées, il a été déterminé leur ressort territorial. Contrairement à ce que dit la CEI, et vérification faite, ce décret n'a jamais été abrogé, de sorte qu'il devait effectivement s'appliquer afin de permettre à tous les Ivoiriens de voter aux élections municipales. Cependant, par un courrier daté du 26 juin 2023, le ministre de l'Intérieur, M. Wagondo Diomandé, a demandé en substance à la CEI de faire autre chose que ce qui était pourtant prévu par le décret du 25 août 2010, prétendant qu'il y aurait eu un consensus avec les partis politiques pour écarter l'application du dit décret. D'abord, contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, le PPACI n'a jamais été approché par le ministre de l'Intérieur
sur ces points, sur les points évoqués. De plus, il est pour le moins surprenant que le ministre de l'Intérieur se croit autorisé, par un simple courrier, à demander à la CEI de ne pas appliquer les dispositions du décret. Pourtant, l'article 3 de la loi du 9 octobre 2001 dispose, je vais citer, « La commission électorale indépendante veille à l'application du code électoral et des textes subséquents, aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs. En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CEI peut saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai. » Fin de citation. La CEI avait donc l'occasion de faire montre d'indépendance, en rappelant au ministre de l'Intérieur les dispositions légales et en attirant son attention sur le fait qu'il ne pouvait pas lui être demandé de les transgresser. Surtout que ce dernier n'évoque aucune raison d'ordre public et que la loi ne prévoit pas que son application puisse être écartée par un simple consensus politique ou par un simple courrier du ministre de l'Intérieur. Au lieu de cela, la CEI s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle demande à l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux, ainsi que ses services techniques, de procéder, je cite, comme le demande le ministre de l'Intérieur. Fin de citation. Ce communiqué de la CEI revient à valider la violation des dispositions du décret du 25 août 2010. De ce fait, la CEI démontre encore sa soumission totale au pouvoir, auprès duquel elle est incapable de rappeler les dispositions légales qui doivent s'appliquer. En effet, le problème qui a découlé du décret du 25 août 2010 ne réside pas dans son application, mais plutôt dans l'incapacité de la CEI à l'appliquer sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il convient de rappeler que l'article 8 du Code électoral dispose qu'il est établi une liste électorale par circonscription administrative, par commune, et le cas échéant par représentation diplomatique ou consulaire. La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres. Sur proposition de qui? De la commission chargée des élections. Fin de citation. Il revenait ainsi à la CEI de faire une proposition qui soit conforme au décret précité, ce qu'elle se garde bien de faire, préférant se soumettre aux instructions du ministre de l'Intérieur qui lui demande de violer le décret du 25 août 2010. L'indépendance de la CEI est ainsi remise en cause. Peut-on d'ailleurs encore l'appeler indépendante? Tous les éléments factuels que je viens de vous évoquer nous amènent à répondre malheureusement par la négative. Toute chose qui est une violation flagrante du reste de l'article 3 du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001 qui dispose ceci. Les organes chargés des élections doivent être indépendants et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme des 10 organes. La confiance du PPACI, la CEI ne l'a plus. Et je crains que bien de nos compatriotes se méfient à raison d'elle. Car quand on a un budget de plus de 57 milliards de francs CFA et que les dispositions légales donnent à la CEI les moyens de travailler en toute indépendance, la CEI ne peut pas agir comme elle le fait sans démontrer un parti pris évident, une soumission totale à un parti politique. Alors que faire? Certains d'entre vous pourraient dire « À quoi bon aller aux élections avec toutes ces fraudes et irrégularités ?» Mais au début de notre intervention, nous avons écouté son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Il a été très clair. Nous devons aller aux élections malgré la fraude.
À ce sujet, je vais vous révéler une confidence qu'il m'a faite. Il m'a dit ceci: chaque voix compte dans la lutte contre la fraude. Lorsque le taux de participation est faible, il est plus facile pour les individus malveillants de truquer les résultats en modifiant les votes ou en exerçant des pressions diverses sur le processus électoral. Le pire ennemi de la fraude est une participation massive des électeurs. Nous allons gagner des régions et des communes. Notre participation nous permettra de mieux cerner le système de fraude mis en place par nos adversaires. Notre lutte aujourd'hui est de combattre la fraude de façon participative afin d'être prêt demain pour l'élection présidentielle. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Et je trouvais important, en cette veille d'élection, de vous partager ces propos du président Laurent Gbagbo. Il est fort probable qu'un certain nombre de candidats ignoraient les récentes modifications qui sont intervenues dans le code électoral. Cette ignorance aurait pu vous mettre en difficulté à l'issue du scrutin du 2 septembre prochain. Il est aussi possible qu'un certain nombre de candidats, PDCI ou PPACI, face aux nombreux cas de fraude et irrégularité qui n'ont jamais été contestés par la CEI, aient pu croire que la CEI avait procédé aux rectifications nécessaires pour rendre la liste électorale crédible. Il n'en est rien, et vous deviez le savoir. Un homme averti en vaut deux. Vous êtes désormais informés, et vous devez donc agir en conséquence. Tous les candidats doivent s'assurer d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote. L'absence d'un seul représentant dans un bureau de vote, et c'est la porte ouverte à la fraude, qui est déjà fortement présente. La seule manière de gagner et de protéger le vote de vos électeurs par la présence effective de vos représentants dans tous les bureaux de vote. La voix de la majorité des électeurs doit l'emporter malgré la fraude. Et chaque candidat doit y veiller. Nous souhaitons maintenant nous adresser aux électeurs. En disant la phrase « Nous allons aux élections », Son Excellence le Président Laurent Gbagbo ne parlait pas que des candidats. Il parlait aussi et surtout des électeurs. Oui, c'est vrai, nos adversaires ont organisé une vaste opération de fraude, c'est vrai. Mais non, nous ne les laisserons pas faire. Chers électeurs, aidez-nous à combattre la fraude par votre participation massive. Car dans leur technique de fraude, ils n'ont pas prévu votre participation massive aux élections. Ils ont prévu l'abstention. Or, l'abstention reviendrait à accepter de subir votre sort encore 5 ans. Personnellement, avant de conclure, j'aimerais vous dire ceci. Il ne faut pas croire que les élections se limitent aux élections présidentielles. C'est faux. Votre quotidien, c'est la commune et la région dans laquelle vous résidez. Votre quotidien, c'est la commune et la région dans laquelle vos enfants sont scolarisés. Ne négligez pas votre quotidien. Soutenez votre candidat en vous déplaçant dans les bureaux de vote et en allant voter. Mais surtout, allez voter pour vous faire respecter. Allez voter pour faire respecter votre choix. Sortez de vos maisons, allez voter, faites-vous respecter, imposez votre choix. C'est ça la démocratie. Ne subissez pas le diktat de la peur et des traumatismes créés depuis 2010. Je vous remercie.